la plus faible utilise des tactiques irrégulières comme des guérillas, terrorisme, drones improvisés pour compenser son désavantage. Donc, la guerre asymétrique aujourd'hui, elle est représentée par les drones. Et là, on parle maintenant de rapport de coût et efficacité inverse. Et je pense que l'exemple qui le montre aujourd'hui, c'est avec les outils au Yémen. Là, on parle de les outils utilisent des drones de fabrication locale. Les coûts de production, ça varie entre 1000 et 2000 $. Et aujourd'hui, les Américains, pour pouvoir intercepter ces drones, utilisent les missiles, je pense, c'est des missiles patriotes qui valent chaque tir pratiquement 1 million de $. Aujourd'hui, au niveau de la guerre asymétrique, en fait, les forces qui sont, entre guillemets, faibles, utilisent des drones rudimentaires de fabrication artisanale pour pousser les forces, par exemple les Américains, à utiliser des drones à 1 million de $. Des missiles, des missiles antiaériens à 1 million de $ pour contrer ces types de drones. Donc, imaginez un pays qui peut fabriquer des milliers des centaines de drones va pousser l'autre État à brûler du cash. Ça veut dire que aujourd'hui, il va utiliser, par exemple, s'il veut descendre 100 drones, il va utiliser 100 millions de dollars pour descendre ces drones. Donc, ce n'est plus l'effet que les drones font, mais aujourd'hui, les drones brûlent du cash. Et aujourd'hui, l'exemple aussi, on peut le citer avec le dôme de fer. Donc, aujourd'hui, Israël a été contraint par la Syrie, par l'Iran, d'utiliser simultanément, en fait, en fait, les Iraniens ont surchargé le système antiaérien israélien, les poussant à dépenser énormément d'argent. Parce qu'aujourd'hui, le dôme de fer, pour chaque tir, pour intercepter soit un missile ou bien un drone, utilise environ 200 000 $ pour le dôme de fer. Et aujourd'hui, pour le bouclier de Moïse, chaque tir, c'est 1 million de $. Donc, aujourd'hui, les Iraniens en fait, imposer aux Israéliens ce rapport à coût inverse qui les obligeait à tirer beaucoup de missiles pour pouvoir intercepter soit les drones et les missiles. Et donc, comme vous le voyez, voilà, ça a obligé aujourd'hui l'Israël, que tout le monde craignait, les gens commencent à douter sur leur dôme de fer. Et ça a été testé par Hamas. Donc, je pense que c'est au mois de novembre 2023 que le Hamas avait fait une attaque coordonnée avec plusieurs vecteurs, des missiles, des drones, etc. Et ça a montré la fébrilité des dômes de fer israéliens. Je pense qu'aujourd'hui, l'Iran a pu exploiter ça faisant ce qu'on appelle des rapports à coût à efficacité inverse. Et vous le savez, aujourd'hui, l'Iran utilise, comment dirais-je, ce qu'on appelle le Shahed. En fait, ils ont construit l'un des drones les plus redoutables en guerre asymétrique. Donc, le Shahed, l'Iran a la possibilité de faire des milliers de Shahed. Et aujourd'hui, ces Shahed aussi sont utilisés par la Russie durant la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie a pleinement utilisé les drones iraniens Shahed. Et ces drones, en termes de coût de production, c'est entre 1000 et 2000 $. Et ces drones peuvent faire des dégâts comme des missiles. Donc aujourd'hui, l'artillerie moderne est représentée par les drones aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, les systèmes antiaériens qui étaient utilisés éventuellement coûtaient, chaque tir, c'est pratiquement 1 million de $. Et aujourd'hui, le Shahed, avec 2000 à 2000 $, en fait, tu peux avoir un missile
volant qui peut avoir les mêmes dégâts que ces types de missiles. Donc, ça a été représenté par le Shahed iranien. Et aujourd'hui, sur l'industrie, parce que la Russie a la possibilité industrielle d'en construire des milliers. Et aujourd'hui, la Russie a fabriqué l'équivalence du Shahed iranien. Et ça est en train de faire des dégâts. Récemment, j'ai regardé des tasses. Ils ont, avec les lanceurs, ils ont utilisé des pick-up type RAM pour pouvoir lancer ces types de drones Shahed version russe. Et les Américains commencent à se plaindre parce que quand ils ont vu sur les vidéos que pour lancer ces drones, en fait, les Russes utilisaient des pick-up type RAM, Dodge Ram. En fait, ça les a offusqués vu l'embargo sur la Russie. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, la menace au niveau des drones, donc là, la tendance actuelle, c'est ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Aujourd'hui, avec les outils au Yémen, donc c'est utilisé. Et aujourd'hui aussi, avec et tout près, c'est ce qu'on appelle les groupes djihadistes. Aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui, le conflit russo-ukrainien s'est transporté aujourd'hui dans le Sahel. Donc, en termes de technique, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de guerre asymétrique, c'est les Ukrainiens qui ont commencé à faire des drones kamikazes type FPV qu'ils ont modifiés avec des coûts de production de $200 qui arrivaient à pouvoir détruire des avions de chasse. Donc aujourd'hui, même j'ai vu qu'il y a eu des drones sous-marins qui ont détruit l'avion de chasse russe là, un Sukhoi. Donc là, il y a un drone sous-marin de fabrication artisanale qui a descendu un Sukhoi, un avion de chasse russe. Donc aujourd'hui, et cette menace asymétrique utilisée par l'Ukraine sur la Russie, donc c'est transposé dans le Sahel. Parce que, notamment qu'aujourd'hui, c'est la Russie qui soutiennent aujourd'hui le Mali et aussi les autres États de l'AES. Donc, l'Ukraine, aujourd'hui, c'est prouvé qu'aujourd'hui, l'Ukraine a formé c'est pas, en fait, a formé des groupes rebelles. Parce que pour comprendre aussi le contexte sahélien, au niveau du Mali, il y a ce qu'on appelle les groupes terroristes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font cette confusion. Il y a les groupes terroristes et aussi il y a les groupes rebelles. Par exemple, quand vous prenez FNLA, le Front de libération de l'Azawad, ça, c'est ce qu'on appelle des groupes rebelles. C'est différent des groupes terroristes comme le Jinim, en fait, qui sont des groupes qui sont affiliés à l'Al-Qaïda. C'est des groupes djihadistes qui sont différents des rebelles de l'FNLA. Donc, les rebelles de l'FNLA, du Front de libération de l'Azawad, ont reçu une formation des Ukrainiens sur les techniques de montage de ces drones kamikazes qui représentent aujourd'hui la guerre asymétrique. Et ces drones kamikazes, comment ils fonctionnent? C'est des petits drones à coût de production de 200 à $300 par unité. En fait, ils sont chargés de roquettes, des roquettes qui sont disponibles sur le Darknet, que les gens impriment par impression 3D et qui peuvent aujourd'hui faire des dégâts. Et aujourd'hui, le FNLA l'a utilisé. Et aujourd'hui, comment ils font? C'est des petits drones. Aujourd'hui, quand ils attaquent, par exemple, sur les convois, ils vont cibler les voitures au niveau des réservoirs, ils vont percuter les réservoirs pour que les voitures explosent. Aujourd'hui, quand ils attaquent les bases, ils vont se focaliser sur les ravitaillements de carburant, au niveau des stocks de carburant, ils vont aller percuter au niveau des stocks de carburant et ça va exploser. Donc aujourd'hui, et là, en termes d'exemple, on peut donner l'exemple aujourd'hui de comment dirais-je, de l'attaque du 1er juillet où il y a eu une attaque coordonnée des groupes djihadistes visant des positions militaires dans 7 villes, notamment Kay, Nyono, Molodi, Sanderi et Nioro du Sahel et Djiboli. Et aujourd'hui, Djiboli, Nioro du Sahel, Djiboli, c'était une localité qui est proche du Sénégal. Et aujourd'hui,
Et au niveau de ces attaques du 1er juillet, et ça s'est passé au Mali, il y a eu des drones qui ont été utilisés par les groupes djihadistes. Et aujourd'hui, je peux donner l'exemple d'attaque avec ces drones FPV. Le 1er juin 2025, les forces ukrainiennes ont lancé une attaque massive sur plusieurs bases aériennes russes à l'aide de 117 drones FPV. Le résultat, au moins 3 bombardiers. En fait, aujourd'hui, les Ukrainiens, ils disent qu'il y a 40 bombardiers. Les Russes, ils disent 3, mais environ, il y a une dizaine de bombardiers Tu-94. Tu-95, je pense, c'est les bombardiers mythiques russes qui envoient Donc, c'est des bombardiers à coups de pratiquement des millions de dollars aujourd'hui qui sont détruits par des drones à coût de production de $200. Et aujourd'hui, après ces attaques, moi, j'ai regardé un reportage d'un spécialiste qui parlait qu'aujourd'hui, la France dépense à peu près sur la phase de recherche $1 milliard, je pense, au niveau de leurs avions de 6e génération. Et ces avions sont sur la menace qu'un drone de $200 peuvent le détruire. Donc ça, c'est bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui montre qu'aujourd'hui, l'attaque du 1er juin en Russie montre que aujourd'hui, tu vas prendre des grandes puissances comme la Russie, donc qui ne peuvent pas contrer cette menace asymétrique. Parce que ce que je vous explique là, l'attaque avec les bases russes, donc les bases aériennes russes, donc ça s'est passé le 1er juin 2025. Donc ça, c'est pas acquis. Même au niveau de ces pays, ils ont un problème avec cette menace asymétrique. Donc avec ces drones low cost à coût de production moindre. Donc aujourd'hui, donc il y a la supériorité psychologique et dissuasive au niveau de ces drones dans les conflits modernes. La présence constante de drones crée une pression psychologique sur les troupes. Et ça, c'est un fait. Donc aujourd'hui, au niveau des pays, c'est la suprématie aérienne avec les drones qui domine. Comme vous l'avez vu récemment avec le parade des Chinois, je pense que le 3 passé, avant-hier. Donc, ils ont montré leur force avec des drones qui sont comparables aux avions de bombardiers américains, là. Donc, vous voyez des drones imposants aujourd'hui qui ont été montrés par les Chinois récemment sur le parade. Et aujourd'hui, ils ont montré aussi des systèmes anti-drones de dernière génération avec des lasers. Donc, aujourd'hui, la suprématie aérienne, aujourd'hui, c'est des systèmes de drones et des systèmes qui peuvent contrer aussi la menace. Parce que pour savoir aujourd'hui la dangerosité au niveau de cette menace asymétrique, c'est que, par exemple, quand vous prenez les types drones Reaper, etc., même s'ils volent en haute altitude, ils ont parfois des signatures radar. Aujourd'hui, sur ces petits drones-là, ils n'ont pas de signature radar, vous ne pouvez pas le détecter sur des radars standards. Donc aujourd'hui, l'enjeu au niveau de tous les États, c'est de pouvoir contrôler cette menace asymétrique. Donc aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la supériorité psychologique et dissuasive au niveau la présence constante de drones crée une pression psychologique sur les troupes. Donc aujourd'hui, les drones sur les conflits modernes sont utilisés pour le soutien logistique des opérations. Il y a les transports de matériel, de vivres, de médicaments, etc. au niveau des zones de conflit, des zones hostiles. Donc en fait, ça présente moins de risques. Et aujourd'hui, excusez-moi, et aujourd'hui, l'enjeu stratégique et géopolitique, donc au niveau de ces technologies, il y a ce qu'on appelle la souveraineté. Quand on parle de souveraineté technologique actuellement, c'est une bonne maîtrise par rapport à cette technologie, la technologie des drones. Aujourd'hui, si vous voyez la Turquie, et aujourd'hui, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais la Turquie aujourd'hui est le premier pays exportateur. En fait, c'est le premier pays qui exporte plus de drones avec le drone Bayraktar TB2.
En fait, il passe devant les Israéliens, il passe devant les Américains, il passe devant les Chinois. Donc, avec le TB2, actuellement, la Turquie exporte sur 34 pays. Donc, ça, c'est un enjeu stratégique. Et aujourd'hui, comme vous le savez, au niveau de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens ont fait appel aux drones de reconnaissance turcs, Bayraktar. Donc, c'est un enjeu stratégique. Celui qui maîtrise ces systèmes de drones et ces systèmes anti-drone. Donc aujourd'hui, la Turquie avec le TB2, c'est le premier exporteur de drones au niveau mondial sur 34 pays. Il y a le Héron israélien. Après, il y a le Hermès israélien aussi qui va venir. Et encore, il y a le Akitsi, le Bayraktar Akitsi de la Turquie qui revient avant que le Reaper américain ne revienne à la cinquième place, après suivi de la Chine. Donc aujourd'hui, la Turquie, stratégiquement, ils se sont bien positionnés au niveau de ce segment, au niveau de la technologie des drones. Donc pour moi, les drones, aujourd'hui sur les conflits modernes, les drones se sont imposés comme un élément central dans la guerre moderne. Aujourd'hui, ils peuvent transformer les rapports de force sur le terrain. Ils offrent aux armées une puissance accrue en matière de renseignement, de frappe, de logistique, tout en réduisant les risques humains et les coûts au niveau des opérations. Mais cependant aussi, leur prolifération crée un nouveau défi sécuritaire. Donc aujourd'hui, les États doivent faire face à ces technologies, surtout la menace asymétrique, notamment l'usage croissant par des acteurs non étatiques. Hein, parce qu'aujourd'hui, au niveau de nos pays, on le voit, hein, tout le monde utilise les drones. Le développement de ces... Et aujourd'hui, les pays doivent beaucoup plus travailler, nos pays, hein, sur des systèmes de défense anti-drone. Et aujourd'hui, une bonne maîtrise au niveau de ces technologies et au niveau de ces contre-mesures aussi. Parce qu'aujourd'hui, à la fois qu'on maîtrise ces technologies de drone, on doit aussi maîtriser les technologies de contre-mesure pour aujourd'hui parler de souveraineté technologique et aussi d'influence stratégique au niveau de ces nations. Et aujourd'hui, au niveau de nos pays, le défi c'est beaucoup plus réglementaire. Donc aujourd'hui, le Sénégal fait partie des premiers pays en Afrique à se doter d'une réglementation. Mais aussi, cette réglementation doit évoluer selon les besoins sécuritaires, selon les besoins actuels. Ce cadre réglementaire doit utiliser qui. Et aujourd'hui, ce cadre réglementaire, au-delà de la réglementation, mais sur l'importation des composants, comme vous le voyez, hein, aujourd'hui, l'attaque qui s'est passée en Russie. Donc, les Ukrainiens ont fait rentrer depuis un an les composants de drones, ils l'ont assemblé en Russie. Ils ont utilisé les réseaux de communication avec les antennes BTS. Ils ont utilisé des puces russes pour pouvoir utiliser la 4G pour pouvoir contrôler les drones depuis l'Ukraine. Tous ces drones, ils l'ont fait avec des technologies open source. Donc, c'est des technologies qui sont accessibles un peu partout, en Afrique ou bien dans les autres pays. Aujourd'hui aussi, l'accessibilité au niveau de ces technologies peuvent aussi permettre nos pays d'avoir accès à des technologies qui étaient à la fois inaccessibles. Donc aujourd'hui, pour moi, en résumé, pour pouvoir avoir pour parler de souveraineté, pour parler d'influence stratégique au niveau des nations, il faut avoir une bonne maîtrise au niveau de ces technologies, que ce soit voilà, tous les pays. Quoi. Donc, je pense qu'un exposé, si j'ai
oublié si j'ai bien présenté le sujet. Donc, éventuellement, si vous avez des questions, donc je pense que j'ai épuisé mon temps. J'espère que j'ai tout résumé, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Quand même qu'on a pu assister à des minutes riches vraiment d'expérience et beaucoup de connaissances de la part d'une personne qui maîtrise vraiment le domaine, parce qu'il y a des termes utilisés que si on ne maîtrise pas vraiment le domaine du dronage, on ne peut pas en savoir plus. Donc, merci pour cette belle expérience très riche. On peut attaquer la deuxième partie pour ouvrir le micro au public s'ils ont des questions, des contributions. Donc, il suffit juste de lever la main et on vous donne la parole pour des questions, des échanges, des contributions. Donc, à vous la parole, chers assistants. Voilà, il suffit juste de lever la main et on vous donne la parole. Je pense il y a une main levée de la part de Monsieur Barry Mbaye. Donc, Monsieur Barry Mbaye, vous avez la parole. Ok, allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ouais, Oui. 5 sur 5. Ok, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cet échange qui aborde un sujet vraiment crucial, donc à l'ère du temps, un sujet, je vais dire, d'enjeux à la fois sociétal, mais également des enjeux de sécurité. Donc moi, je m'appelle Amadou Barimbaye, je suis ingénieur en génie civil. Je suis entrepreneur et je partage également la même passion que Wade Diop, donc qui, au-delà d'être un partenaire technique, donc est un ami, un frère que j'estime beaucoup. Donc, la seule différence, disons que moi, je suis plus attiré par l'usage des drones dans le domaine du génie civil, dans le domaine agricole et dans le domaine des infrastructures. Donc, avant juste de tenir mes propos, je voulais le féliciter, donc l'encourager et surtout le remercier. Donc, le remercier par rapport à son engagement parce que tout au long de son épuisé, donc on sent énormément de fatigue à traverser tout répétitif et tout, mais bon, on sent que c'est la passion qui a pu prendre le dessus et on l'encourage et je lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, je l'encourage parce que moi, j'ai connu les drones depuis 2018, en tout cas, que j'ai commencé à intervenir avec des drones, donc pour des activités, disons, civiles. Donc, on a eu, je pense, nos premiers contacts remontent à 2019 et depuis lors, on ne s'est plus quitté. Régulièrement, on échange. Donc, je l'encourage parce qu'il a su faire preuve de persévérance. C'est pas évident depuis plus d'une dizaine d'années. Il me semble qu'il est dans ce domaine-là, donc il a su rester constant, il a su rester cohérent, il a su participer à la formation quand même de beaucoup de jeunes et je voudrais le féliciter à ce propos. Donc, moi, je vais plus intervenir dans une perspective, donc on va dire complémentaire. Donc, au-delà de l'usage militaire qu'il maîtrise mieux que moi, donc moi, je vais plus parler un peu des enjeux donc, par rapport à la souveraineté et surtout par rapport au challenge, donc au challenge de l'État du Sénégal et des États africains, disons, en somme. Voilà. Donc, concernant ce besoin de souveraineté qu'il a abordé, bon, moi, je pense que
Notre pays, que ce soit le Sénégal et toute la sous-région, je pense que nous sommes malheureusement très en retard. D'abord sur le point de vue réglementaire, parce qu'aujourd'hui, bon, moi, je ne peux pas comprendre en 2025, quoi qu'on ait un règlement, quoi qu'on ait les textes qu'il faut, je ne peux pas comprendre qu'on peine toujours à avoir les autorisations d'exploitation. Et ça, malheureusement, c'est au désavantage de nos gouvernements. Parce que lorsque vous arrivez à mettre un texte qui est très bien formulé, notamment dans tout ce qui est exploitation de drones, la prochaine étape, c'est de pouvoir faire le recensement de tous les exploitants de drones. Et si vous avez disons, un segment utilisateur, à savoir les professionnels et même des amateurs qui font tout ce qu'il faut pour être en règle, et que derrière, ça leur prend plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, ça veut dire qu'il y a problème. Et en ce sens, ça veut dire que la sensibilisation qui devait être faite par les gouvernants envers les utilisateurs, aujourd'hui, moi, je pense que c'est peut-être le chemin inverse qu'on devrait utiliser. Donc, essayer de sensibiliser le gouvernement. C'est que lui, en tout cas, il a eu à initier des actions. Bon, peut-être qu'il a été assez seul dans ce combat, mais il est grand temps que les preneurs de décision puissent être conscientisés sur cette nécessité. Donc, moi, je vais juste prendre mon cas. Moi, avant de quitter le Sénégal, parce que présentement, je suis hors du Sénégal, bon, j'ai introduit une demande qui prend énormément de temps pour être traitée. Alors que quand je me suis rendu au Canada, en quelques semaines, j'ai très rapidement rempli toutes les cases qui me permettaient d'être identifié comme exploitant de drones. Donc, alors que à la base, je ne suis pas de citoyenneté canadienne, mais que je puisse exploiter, être identifié. Donc, il a fallu remplir les procédures et toutes ces procédures ont été faites en ligne. Donc, sur ce point de vue, je pense qu'il y a énormément de retard du point de vue de la mise en œuvre de la réglementation. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait être fait. J'insiste sur ce point parce que selon moi, la différence entre un drone civil et un drone militaire réside essentiellement dans la charge utile. Donc, si ça peut paraître technique, c'est juste la capacité qu'a un drone de soulever une charge et de la déplacer. Donc, à partir du moment où on a les compétences techniques pour soulever 3 kilos, 5 kilos ou même plus avec un drone, donc là, je pense que ça change la donne. Et aujourd'hui, au Sénégal, bon, moi je vais dire heureusement qu'on a des jeunes qui sont tellement compétents qu'ils peuvent monter des drones, d'autres peuvent en concevoir. Plein d'utilisations, en tout cas, peuvent être faites avec ces drones. Donc, je pense qu'il est temps de sensibiliser les autorités, qu'ils puissent formaliser, automatiser, donc rendre accessible l'exploitation afin d'avoir une cartographie vraiment très claire de l'utilisation donc, qui doivent être faites des drones. Donc, l'autre aspect, c'est l'enjeu. En tout cas, bon, c'est vrai, aujourd'hui, les drones sont utilisés un peu partout dans le monde. Le Sénégal ne fait pas de dérogation en la matière. Cela ouvre des perspectives intéressantes en termes d'industrie, parce que les drones, c'est une partie disons, de technologie, et l'autre partie, c'est de l'industrie qui va être soit faite localement, le montage, la conception des pièces, et tous ces aspects-là constituent en elles-mêmes donc des postes, des métiers qui peuvent être valorisés donc, au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Donc moi, je pense que, bon, je ne vais pas tirer trop en longueur, certainement il y aura d'autres personnes qui voudront prendre la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, il nous faudrait, du point de vue réglementaire, et même du point de vue de l'industrie des drones, il faudrait en local, c'est-à-dire au Sénégal, qu'on puisse très rapidement mettre en œuvre donc, une application très rapide des procédures, donc que cela puisse se faire en ligne essentiellement pour diminuer le maximum d'intervention humaine, vu que c'est ce qui semble poser problème. Mais l'autre aspect, ce serait également de pouvoir uniformiser ces stratégies.
donc par rapport à la sous-région. Parce que qu'on parte en Guinée, à Conakry, on a quasiment les mêmes problèmes. Au Burkina et ailleurs également, ça va être les mêmes problèmes. Donc, comme je disais, je ne vais pas tirer en longueur. Je félicite l'organisation de ce webinaire. Donc, je félicite l'association ou bien l'organisation Les Élites du Sénégal. Donc, que je ne connais pas trop bien parce que je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils font, mais je vois qu'ils publient beaucoup de messages, donc beaucoup de vidéos, beaucoup de textes, donc qui sont dans le sens de conscientiser cette jeunesse. Je les encourage à persévérer dans ça. Encore merci beaucoup Wade Diop, merci beaucoup Dr Drone et merci à toute l'Assemblée. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'Assemblée. Merci beaucoup également à vous, Monsieur Barimbaye, pour cette contribution. Et c'était vraiment enrichissant en termes d'idées et d'informations. Merci à vous. On peut passer à la prochaine personne, au prochain intervenant. S'il y a une autre personne qui souhaiterait poser une question, une contribution. D'accord, on passe à Michidien, Biram, on voit la main levée. Donc à vous Michidien, vous avez 3 minutes. Alors bonsoir, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. 5 sur 5. Diop, comment ça va? Bon, je salue à tout le monde. J'ai raté une partie du webinaire, si je peux le dire ainsi. Alors, j'ai juste quelques remarques peut-être que je pourrais ajouter par rapport à l'autorisation des drones. C'est que actuellement, c'est même l'exploitation des drones qui a un retard côté international. Parce que si on parle du cadre de l'OACI, il n'y a pas encore une disposition internationale qui s'applique, le transport international de drones. Donc, tout ce que les États peuvent faire, c'est de mettre en place des règlements nationaux et de les appliquer. Si je prends le cas du Sénégal, nous, on a mis en place une annexe 5 au RACIS, que le docteur Drone connaît très bien, donc qui réglemente l'exploitation des drones au Sénégal. Malheureusement, on a souvent des contraintes en matière de sûreté nationale qui se posent. Donc, c'est principalement le côté qui bloque pour l'autorisation des drones. Mais sinon, de notre côté, comme je suis à l'ANATIL, souvent les traitements des drones, ça passe vite. Dès que tous les documents sont soumis, les formulaires renseignés, nous, on délivre l'autorisation. Mais bon, vous savez, la sûreté nationale, on ne peut pas s'en passer. Il y a des dispositions qui existent, surtout les drones munis de caméras, qu'on ait l'autorisation d'abord du ministère, avant que l'ANATIL puisse délivrer l'autorisation. Sinon, d'une manière générale, je remercie à tout le monde d'avoir écouté les interventions et puis c'est vraiment utile. Merci, c'est ce que je voulais dire. Merci à vous pour votre intervention. Merci infiniment. Et on salue tout le personnel de l'ANACIM et nous reconnaissons aussi le travail que vous faites actuellement au niveau de la réglementation. On passe directement à la prochaine personne s'il y a un main levé. On voit M. Dieye Demba. Donc, M. Dieye, vous avez la parole pour 3 minutes. Bonsoir et merci pour ce webinaire très enrichissant. Bon, j'en profite pour saluer mon ami Diop Wade. Bon, je vais venir. Bon, c'est un sujet d'une très grande importance pour le Sénégal et la sous-région. Bon, pour revenir un peu dans le contexte de votre thématique, je vais vous poser quelques questions pour savoir, pour en tirer quelques perspectives ou avoir des réponses qui vont apporter quelques perspectives, quoi. Donc, la première question, c'est de savoir quelle orientation stratégique le Sénégal pourrait-il envisager pour intégrer l'usage des drones dans sa politique de sécurité et de défense, notamment dans la surveillance des zones sensibles et des frontières. Et la deuxième question, bon, c'est relatif au niveau régional. Bon, tout à l'heure, l'autre participant l'a soulevé. Bon, dans quelle mesure la coopération régionale, notamment au sein de la CEDEAO, pourrait-elle contribuer à l'élaboration d'un cadre commun pour l'utilisation des drones dans la lutte contre les menaces transfrontalières? Et la dernière question, bon, c'est-à-dire, c'est juste pour comment faire pour encourager la main-d'œuvre locale ou bien les jeunes qui sont là, les startups locaux, comment le Sénégal pourrait-il stimuler la formation d'experts nationaux et encourager la recherche et l'innovation locale, afin de réduire
la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères dans le domaine des drones sécuritaires et militaires, quoi. C'était les questions que je posais par rapport à la thématique, c'est-à-dire qui parle de défense et de sécurité, quoi. Merci beaucoup, monsieur Demba, Tchei. est-ce que tu penses, en fait, parfois les questions sont assez longues. Si vous pouvez répéter doucement pour que je puisse bien noter pour qu'on puisse répondre à ça, quoi. Ok, bon, la première question, c'est par rapport à l'orientation stratégique. Que le Sénégal pourrait-il envisager pour intégrer l'usage des drones dans sa politique de sécurité et de défense, notamment bon, dans la surveillance des zones sensibles et des frontières? C'est-à-dire, bon, j'essaie de poser mes questions par rapport à la thématique, par rapport au sujet que vous abordez, quoi. Bon, ça, c'est la première question. Orientation stratégique. C'est-à-dire, c'est l'orientation. Voilà, orientation stratégique par rapport. Que le Sénégal pourrait-il envisager pour intégrer l'usage des drones dans sa politique de sécurité et de défense? Ok, en fait, est-ce que tu peux l'écrire sur le chat là? Ça passe, ça, si, je peux envoyer toutes les questions sur le chat. Hein. Bon, donc je vais laisser la parole à d'autres personnes. Bon, j'envoie les questions sur le chat. Merci beaucoup, monsieur Dian, monsieur Dié, autant pour moi. Donc, s'il y a une autre question, vous pouvez juste vous lever la main. Je vois Mathie Dian qui lève la main. Donc, madame Dian, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mamadou. Moi, j'ai raté la présentation, mais je sais que vous avez cartonné. En fait, j'ai fait de activités volontaires et là où on parle du drone, yeah. Et j'ai une question. Et ma question est que qu'est-ce que vous en pensez de Air Taxi? Parce que je sais que Air Taxi s'est développé à Dubaï et au niveau de l'Europe, il est en train de se développer. Mais qu'est-ce que vous en pensez au niveau de l'Afrique ou du Sénégal? Si un jour, et combien de temps ça va prendre pour nous au Sénégal avoir des air taxis pour que les gens peuvent se transporter, peuvent voyager avec des air taxis pour aller à l'aéroport ou faire des courses. Et d'ici 2050, ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut envisager ça au niveau du Sénégal? Merci. Donc, merci beaucoup, Madame Dien, pour ces questions. On laisse la parole à Monsieur Diop pour répondre aux questions précédentes ou bien à la nouvelle directement. Et par rappel, si ça coupe, on va vous envoyer le lien pour la deuxième partie, de toute façon. Donc, Monsieur Diop, vous avez la parole. Ok, pour répondre à la première question de Demba, parce que c'est celle que j'ai vue en première sur le kit. En fait, là, pour parler de l'orientation stratégique, parce qu'en fait, là, je vais parler comme un civil, hein, parce qu'il y a, il y a des choses sur lesquelles je ne maîtrise pas, parce qu'en fait, c'est réservé exclusivement au domaine militaire. Mais je vais y répondre en tant que observateur et passionné de technologie et un spécialiste dans le domaine civil. Donc, l'orientation stratégique, pour moi, pour le Sénégal, qu'il pourrait envisager sur l'usage des drones. Aujourd'hui, pour moi, l'orientation stratégique, c'est à la base aujourd'hui de développer une industrie en termes de drones. Donc, aujourd'hui, l'industrie passe forcément aujourd'hui par déjà commencer pour moi avec une réglementation. La réglementation qui existe, mais une réglementation qui évolue. Et ce n'est pas uniquement au niveau de les parties prenantes, ce n'est pas uniquement l'aviation civile,
Mais aujourd'hui, il y a une partie qui est gérée au niveau du ministère de l'Intérieur. Sachant qu'aujourd'hui, en termes de loi, ce qui existe, il y a ce qu'on appelle l'arrêté 07-212 du 29 avril 2014. Et aujourd'hui, l'arrêté en question, je pense que c'est une ligne. Donc aujourd'hui, vu le contexte sécuritaire et le contexte stratégique, l'arrêté doit évoluer. On doit avoir une loi. Donc là, on doit abroger déjà l'arrêté pour avoir une loi, un projet de décret qui définit aujourd'hui l'utilisation, l'exploitation des drones, l'importation, etc. Donc pour moi, ça c'est la première phase. C'est l'aspect réglementaire. Et aujourd'hui, Mbaye aussi l'a expliqué, éventuellement sur le fait que les utilisateurs, les exploitants puissent être répertoriés qu'au niveau de traitement des dossiers, donc ça soit rapide. Donc c'est ça qui va permettre que l'activité, en termes de développement, en termes de conception, en termes de formation, puisse se développer. Donc il faut une organisation de ce secteur à la base pour promouvoir tout ce qui est formation, tout ce qui est recherche et développement et tout ce qui est conception et les trucs du genre. C'est ce qui va, pour moi, c'est la première chose. Gérer l'aspect réglementaire, l'aspect formation, ce qui va propulser l'industrie de défense aujourd'hui au Sénégal. Et aujourd'hui, si on a un bon cadre réglementaire, ça va permettre à l'écosystème des drones de puces bien produire des solutions aujourd'hui qui seront utilisées dans le domaine de la surveillance et aussi dans la sécurisation au niveau des frontières. Passer aujourd'hui par une réglementation, il y a une réglementation qui existe, mais une réglementation évolutive qui puisse correspondre par rapport au contexte actuel, au contexte sécuritaire. Et aujourd'hui, et c'est ça qui va permettre que le Sénégal puisse bien jouer son rôle stratégique, son rôle d'influence aujourd'hui au niveau de ce secteur, à l'instar de la Turquie. Donc, pour que l'industrie de défense puisse se développer, il faudrait qu'aujourd'hui, une bonne réglementation, une bonne formation, une bonne utilisation de ce secteur, ce qui va permettre l'éclosion de champions qui vont proposer des solutions au niveau FDS, ce qui va permettre aujourd'hui d'avoir des solutions réelles made in Sénégal. Donc, comment le Sénégal, l'autre question c'est comment le Sénégal pourrait-il stimuler la formation d'experts nationaux et encourager la recherche et l'innovation locale afin de réduire sa dépendance. Donc, je pense que... Hein? Oui, désolé de vous avoir coupé, mais c'est juste pour la deuxième partie. On peut se connecter sur le deuxième lien, parce qu'il nous reste 2 minutes ici pour qu'on puisse attaquer la deuxième partie. Sur le deuxième lien. Vous avez le lien dans le chat, hein. Vous pouvez accéder directement au niveau du chat pour quand même vous connecter là. Un instant, je coupe le micro. Je pense qu'il a oublié de couper son micro. Voilà. Donc, on peut se connecter directement sur l'autre lien qui est partagé au niveau du chat pour qu'on puisse assister à la deuxième partie.